Quart d'heure techno. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Mais tout cela, c'est déjà dépassé. Revenge of the Nerds. Les jeux vidéo sont partout. Alors quel est le rapport entre la chanson et la micro-informatique? Je vois pas tellement a priori moi. Car un beau jour, il y a eu la révolution. Amiga 500. Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au deep fake, l'hyper-trucage. Ça s'inscrit dans cette grande mode des effets spéciaux, des effets visuels. On en a vu brièvement dans le cinéma. C'est de plus en plus populaire. C'est très préoccupant. C'est un effet visuel spectaculaire, mais qui pourrait devenir dangereux. Le web regorge de deepfake, d'hyper-trucage, des scènes de Terminator où le visage d'Arnold Schwarzenegger a été remplacé par celui de Sylvester Stallone, ou encore un extrait du Shining brillamment interprété par Jack Nicholson, où Jim Carrey est sous les traits de Jack Nicholson. C'est complètement bluffant. Et depuis peu, dans la publicité aussi. La publicité de l'Auto-Québec avec Bernard de Rome, mais un Bernard de Rome de 1970 qui fait la publicité d'une loterie en 2020 pour souligner les 50 ans de l'Auto-Québec. Bernard de Rome a 76 ans au moment où la publicité est diffusée, mais on le voit là à 26 ans. On peut en écouter un extrait. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Bernard de Rome de 1970. Pour ses 50 ans, l'Auto-Québec célèbre en grand en ramenant les deux meilleures choses de l'année 1970. C'est-à-dire la toute première loterie de son histoire, la loterie mensuelle, et moi-même, Bernard de Rome de 1970. Et derrière ce projet ô combien spectaculaire, Julien Roube, Charland, salut. Salut. Et Nicolas Labbé, vous êtes de chez Sidley. Bravo, parce que ça a piqué la curiosité de pas mal de monde, ce projet-là. Merci. Beaucoup. Dites-moi, pour en arriver à un jeune Bernard de Rome, ça a été quoi les principales étapes? Vous avez commencé comment? Ça a commencé, je te dirais, avec le brief qu'on a reçu de l'Auto-Québec qui voulait souligner leurs 50 ans avec le retour de leur loterie mensuelle. Puis nous, dès qu'on a reçu le brief, la première chose qu'on a fait, c'est juste faire de la recherche. Fait qu'on est allé voir des anciennes nouvelles de 1970, voir qu'est-ce qu'on pourrait s'inspirer de cette époque-là. Puis il y a quelque chose qui nous a sauté aux yeux tout de suite, c'était le jeune Bernard de Rome, un peu fougueux, qui faisait ses reportages. Puis on a commencé, on était un peu avant 70, fait qu'il était encore en reportage, en vox pop, dans la rue. Il y avait vraiment une belle énergie. Puis on est tombé en 1970 où on a découvert ensemble les trois que Bernard commençait à la barre de l'antenne du téléjournal. Il devenait lecteur. Exactement. Wow. C'est la première fois qu'on le voyait vraiment à son rôle légendaire. Fait qu'on s'est dit, ça y est, pour les années, pour le 50e de l'Auto-Québec, on ramène les deux meilleures choses de 70, la loterie mensuelle, puis Bernard de Rome de 1970. OK, mais l'idée, c'était de quoi? De trouver un acteur qui lui ressemblait, ou déjà vous aviez le deepfake, l'hyper-trucage en tête? Mais il y avait plusieurs techniques. Le sosie en était un. Le rajeunissement qu'on a vu dans Star Wars, The Irishman en était un autre. L'hyper-trucage en était une des avenues. On a commencé à semer des graines un peu dans toutes ces avenues-là. Puis l'hyper-trucage est sorti de lui-même comme étant une avenue la plus plausible. C'est quand même assez impressionnant parce que vous avez trouvé un acteur qui n'avait pas nécessairement besoin de ressembler à Bernard de Rome. Il fallait qu'il ressemble sur certains points. Il fallait qu'il ait la même physionomie. Physiquement, il fallait qu'il soit semblable à Bernard. On parle de la même mâchoire, la même ligne de cheveux, oreilles, mains, les mimiques, la façon dont il bouge. Ça devait ressembler à Bernard. Oui, mais si je croise cet acteur-là dans la rue, je fais pas « Hey, c'est un jeune Bernard de Rome! » Non, absolument pas. C'est ça, on avait... ce qui était vraiment drôle en casting, ce qu'on faisait avec l'acteur, notre réalisateur, le mentionnait à tous les acteurs, mais il allait mettre son pouce dans les airs. Vous le voyez pas parce que c'est un podcast, mais je mets mon pouce dans les airs devant le visage de Mathieu en ce moment, puis je me ferme un œil pour cacher son visage. Ce qu'on cherchait vraiment, c'est ça, comme Julien le disait, c'était d'avoir les bons cheveux, la bonne physionomie du visage pour rentrer. Fait que souvent, l'acteur parlait, faisait les gestuels, mais on essayait de cacher son visage pour voir si le corps parlait, parce que le rôle de l'acteur, ce que Samuel a réussi à faire avec nous, c'est vraiment une chorégraphie du corps de Bernard. C'est un peu une danse, la danse Bernard de Rome de 70, fait que c'est ça qu'on cherchait avec l'acteur.
dans l'hyper-trucage en général, les gens, on ramasse un peu ce qu'on trouve sur le web et on fait quelque chose. Pour nous, c'était vraiment important que chaque acteur qu'on a vu en casting, on leur explique le projet, qu'ils sachent exactement. Fait que Samuel, dès le départ, avant même qu'il commence qu'on l'enregistre, il savait dans quoi on faisait. On lui montrait justement, est-ce que tu parlais du fameux Jim Carrey dans The Shining? On a parlé de ça, on lui a montré. Fait qu'on était tous au courant. Puis il aime vraiment ça. Surtout, il nous disait qu'il cherchait de devenir un imitateur peut-être dans le futur. Fait que pour lui, ça devenait une excellente pratique, un super bel exercice. Puis il a été coaché par Pierre Verville en plus. L'expérience en soi du tournage, de tout ce projet-là, était quand même une expérience hyper impressionnante pour lui. Là. Il sort de l'école, tout jeune acteur de 24 ans, rencontre Pierre Verville, une session de coach avec lui, ensuite Bernard de Rome. Il y a eu quand même des moments intimidants, mais probablement... Quand tu t'embarques dans un projet comme ça, c'est sûr que tu le fais avec beaucoup d'emballement. Là, c'est évident parce que c'est nouveau, c'est assez novateur ici au Québec. Cependant, c'est pas un phénomène ou une technique nouvelle. Vous avez utilisé quoi exactement comme logiciel, comme matériel pour arriver à ces résultats-là? C'est-à-dire mettre le visage de Bernard de Rome de 1970 sur un jeune acteur aujourd'hui? On utilise de l'intelligence artificielle, plus précisément du deep learning ou de l'apprentissage profond, qui est comme une technique de l'intelligence artificielle. L'intelligence profonde où le deep learning consiste en prendre une quantité énorme de matériel, d'informations, de le passer à travers une machine X, puis d'en sortir avec une conclusion. Nous ici, l'immense set de données était les archives de Bernard de Rome alors qu'il était à la barre du téléjournal. Puis ce qui en ressort, c'est une compréhension de son visage dans tous les angles, quand il ouvre la bouche, s'il tourne à gauche, à droite. La machine commence à pouvoir dessiner les yeux fermés ce à quoi ressemble le visage de Bernard de Rome. Et de l'appliquer sur les traits de l'acteur. C'est-à-dire quand l'acteur sourit, ça fait sourire ce masque artificiel, ce masque numérique qu'est Bernard de Rome. Exactement. C'est l'acteur, en fait, qui communique à l'ordinateur quoi faire, quand ouvrir la bouche, quand fermer les yeux. Donc, l'acteur devait avoir devait personnifier Bernard de Rome dans tous ses moindres détails. Même si on ne voyait pas son visage, c'est quand même son visage qui permettait au visage numérique de rendre ce qu'on voit. Les expressions que l'on voit dans la publicité de Bernard de Rome, c'est en fait les expressions du comédien Samuel. Exactement. C'est impressionnant. Est-ce qu'on a ici les ressources logicielles et matérielles pour faire ce genre de trucage-là, ou si faut sous-traiter, ou encore est-ce qu'on fait ce travail-là sur les clouds dans l'info-nuagie? Non, on a gardé ça chez Sidley. On a fait ça. Il y a beaucoup de gens de communauté qui se parlent. Il y a beaucoup de gens qui ont des channels sur YouTube, aiment partager leur savoir. Donc, c'est sûr qu'on s'est basé sur ces savoirs-là qui sont libres de droit, qui sont diffusés, à tous. Mais avec ces ressources-là, on a été capable de faire nous-mêmes ce rajeunissement-là. Parce que c'est ça, c'est une particularité qu'on a dans l'équipe qu'on est, vu qu'on est 3, mais aussi chez Sidley, c'est qu'on essaie d'être le plus multidisciplinaire possible. Puis c'est ça, déjà, avant d'approcher le client avec cette idée-là, on a déjà fait beaucoup de recherche et développement. Julien, de son côté, essayait déjà lui-même de placer des trucs, voir si ça se faisait. Fait qu'on quand on arrivait à l'étape de présentation au client, on savait déjà où on s'enlignait, comment on pourrait le faire. Puis c'est ça, c'est vraiment fait là, maison, même l'agence. Là. Puis le client était tout à fait à l'aise d'y embarquer? Oui, on a eu bon rire au début. Je pense que le plus gros frein, c'était que ce soit éthique, que tout le monde soit d'accord pour embarquer dans ce projet-là. Ça demandait le hockey 100% de Bernard. Ben voilà, quand est-ce que Bernard de Rome a embarqué dans le projet? Au début, je vous dirais le lendemain qu'on a parlé aux clients pour leur dire, écoutez, on aurait cette idée-là, on a tous ri, puis c'est ça, comme disait Julien, on dit ok, ben on va s'assurer que Bernard soit partant. Fait que le lendemain, on allait rencontrer Bernard, on lui a lu le script ensemble, puis il nous a dit qu'il est parti à rire en fait, il trouvait ça vraiment touchant qu'on pense à lui. Puis, en fait, à partir de ce moment-là, Bernard est devenu notre partenaire. Il était là à toutes les étapes. Là. Wow. Il explique un peu dans le making-of ce que lui, ce qu'il a allumé là-dedans. Il disait c'est l'innovation puis l'audace de ce projet-là. Il faisait le parallèle
à lui, quand il était à la télé, il disait que pour lui, la télé devait toujours innover pour rester pertinent chez les gens. Puis quand il a vu ce projet-là, il s'est dit, ben, c'est de l'innovation, c'est de l'audace, j'embarque. C'est quand même un peu ingrat parce que Bernard de Rome voulait créer un faux passé. D'ailleurs, il est émotionnellement un peu ébranlé, on va l'entendre. Le fait de me retrouver à l'âge de 26 ans, ça fait quelque chose, ça remue. Oui, c'est très émouvant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu éthique à pouvoir créer un passé alternatif à quelqu'un? Nous, on le voit pas comme étant un passé, mais comme si on avait sorti Bernard des années 70 puis on l'avait mis aujourd'hui. C'est pour ça que le décor est moderne, la caméra est moderne, le discours est moderne. Mais il était à l'aise, il était consentant dans cette vision-là. Puis je pense que pour nous, c'est ça qui cochait la barre du côté éthique. Bien, une fois que c'est fait, bon, c'est réglé, vous avez réussi à nous ramener Bernard de Rome de 1970. Est-ce que c'est un canevas, puis là, on peut recommencer avec n'importe qui, n'importe quand, relativement facilement. Est-ce que le gros du travail, y est fait en ce moment? C'est sûr qu'on a développé une certaine technique pour le faire. Il y a eu énormément d'essais-erreurs durant le projet. Je pense pas que dire que ça soit facile à refaire. Je pense pas qu'on pourrait le ressortir là en moins de temps qu'on le fait. Je pense que oui, on peut le refaire si on le désire, mais nous, on marche vraiment avec les idées. Est-ce que l'idée se placerait à reprendre cette technologie-là, oui ou non? Fait qu'est-ce qu'on ferait de l'hyper-trucage dans le futur? Je le sais pas. Mais à la question, est-ce qu'on pourrait le refaire? On a trouvé une recette en ce moment, oui. Mais c'est ça, il faut toujours que la technologie sert l'idée créative et non l'inverse. Faut pas juste se servir d'une technologie parce que c'est la tendance, puis la répliquer parce qu'on pense que c'est la tendance du moment. Faut vraiment que ça serve l'idée. Dans ce cas-ci, ça le servait. Donc c'est pour ça que c'est approprié, mais ouais, c'est exactement. Je pense pas que dans le futur, nécessairement, on le referait, mais ça a quand même pris 3 semaines. Là, il y avait un ordinateur dans mon sous-sol qui roulait sans arrêt à essayer de comprendre le visage de Bernard. Donc, c'est pas quelque chose qui se ferait instantanément. Là. Est-ce que ça prend des grosses machines, des gros ordinateurs? Ça prend quelque chose de puissant? Ben, ça ne prend pas un serveur Google pour le faire. Là. On parle pas d'une... Comme Nick le dit, c'est vraiment de l'essai-erreur. Donc, on a commencé avec un petit ordi qu'on s'était monté à l'agence. On voyait que les résultats étaient pas assez rapides. Fait qu'on a monté un ordinateur un petit peu plus puissant, mais ça restait un ordinateur de bureau là, qui était super bon, là, mais qui était pas... ça reste un ordinateur de bureau. Moi, j'ai l'impression que l'hyper-trucage, le deepfake, va devenir peut-être trop facilement accessible. Voyez-vous, vous, des endroits où on peut détecter que c'est un trucage? Comment un œil non avisé peut dire « Non, ça c'est pas vrai. » là. Comment on peut se protéger? Pour moi, je trouve que c'est les yeux. Ouais. Les yeux sont souvent très fixés vers l'avant. Il y a un petit peu moins d'émotion. Je trouve que notre Bernard, il manque un petit peu d'œil, un œil étincelant là. Ouais. Mais ouais, ça on peut le remarquer. C'est sûr que on l'a peaufiné ce travail-là, mais aussi les auras du visage, tout ce qui est parce que nous on remplace en fait du menton jusqu'au haut des sourcils. Okay. C'est vraiment comme un petit rond. Je pensais que vous alliez même dans jusqu'à l'implantation des cheveux. Donc le c'est front. Vraiment Samuel. C'est une perruque. Il y a vraiment, donc lui, c'est vraiment son vrai front. C'est son vrai front. C'est vrai pli de front. Donc ça aussi, on est allé chercher ça chez l'acteur. Ouais. Parce que, en fait, c'est ça, je pense que la meilleure explication qu'on peut faire de ce procédé-là que nous, on a utilisé, c'est juste, on a créé un masque numérique qu'on a apposé sur son visage. Fait que tout le tour d'un masque, en général, on voit quoi la personne là, aux bordures dans le fond du masque, on peut fait que dans le fond à la limite des joues, au début des oreilles, des fois c'est là la mâchoire c'est ça, les yeux puis l'intérieur de la bouche aussi est un bon signe à regarder. C'est difficile, on voit plus les dents, je pense, de notre acteur que les dents de Bernard. On s'en rend pas trop compte, mais peut-être l'intérieur de la bouche aussi qui est pas exactement... Je pense que ça serait les 2 points clés là, à déceler
un hyper trucage dans la sphère publique, là, ce serait, je pense, les yeux. Puis mais je sais que, je pense, Facebook travaille sur des algorithmes pour détecter instantanément. Ils n'auront pas le choix parce que c'est l'ultime fake news. La vidéo a tout le temps été, on dirait, garant de la vérité. Non, c'est vrai, j'ai vu la vidéo. Oui. Alors que si tu as vu une photo, on sait pertinemment depuis des années qu'on peut la modifier. Un texte, on le sait aussi que le texte, on peut contre-vérifier. Mais quand on voit la vidéo, c'est emmerdant là, quand on se dit est-ce que Donald Trump, qui est quand même assez imprévisible, a vraiment dit ça ou si on est en présence d'un hyper-trucage? Oui, je pense que ça va être intéressant de voir comment les compagnies qui gèrent justement Facebook ou Instagram ou Twitter vont trouver les fameuses comme barrières ou les fameux mécanismes pour détecter ça. Et depuis quelques années, les publicités utilisent le fameux petit tag pour dire sponsored ou publicité en haut. Est-ce qu'il va y avoir un système comme ça? Je pense que on est justement dans ce débat-là, voir comment ces compagnies-là vont aider à rendre ça clair pour tous les gens. Comment ça se fait? Bernard de Rome, symbole de crédibilité, grand lecteur de nouvelles à Radio-Canada, qui vient nous berner dans un hyper-trucage, parler de loterie. Est-ce qu'il y a été question à un moment donné dans votre processus que, éthiquement, ça pouvait être peut-être un peu discutable? C'était le hockey de Bernard. Pour nous, c'était le consentement à 100% de tous les gens qui étaient impliqués sur le projet. Puis que ces personnes-là... on n'est pas du côté de la désinformation. Fait que si les gens étaient consentants puis que tout le monde était d'accord avec les propos qu'on tenait, pour nous, c'était éthique puis on pouvait procéder, sauter dans ce projet-là. Puis encore plus, l'importance du fameux making-of qu'on a sorti. Les 2 pièces étaient déjà planifiées. Je vous dirais qu'on a peut-être sorti le making-of peut-être plus tôt qu'on pensait parce que l'engouement a été tellement surprenant. Mais le making-of était essentiel dans cette campagne-là. C'est ça. Il fallait expliquer aux gens ce qu'ils voyaient. Exactement. Il fallait désamorcer puis il fallait peut-être instruire les gens sur ce qu'ils avaient vu. Okay. La suite pour l'hyper-trucage, pour le deepfake ici au Québec, est-ce que ça va être capture de mouvement dans les films? Est-ce que ça va être encore en publicité? Comment vous voyez un peu l'avenir du deepfake? Ben pour moi, il faut encore que ça serve l'idée créative. Comme, mettons, si je prends The Irishman, le but de Scorsese, c'était d'avoir son propos, c'était de garder les acteurs jeunes, puis ça nourrissait sa narrative. Pour nous, ça nourrissait notre idée aussi. Je pense pas que ça va peupler, je pense pas que on va être envahi de deepfake, mais peut-être que quelquefois on va voir cette idée-là qui mérite d'être produite avec cette technologie-là particulière. C'est ça. Je pense que définitivement on va en voir plus, mais en espérant que nous, notre règle, c'est ça. C'est toujours la technologie au service de l'idée, fait qu'on espère que les gens vont respecter ça dans l'avenir. Comme n'importe quoi, il faut utiliser tout à bon escient. Donc, c'est trouver les limites. En tout cas, j'étais vraiment content de voir l'hyper-trucage être appliqué dans une production, dans ce cas-ci publicitaire québécoise. Pour vrai, c'était très belle exécution. Puis en même temps, là-dedans, il y a un travail d'éducation hyper important. Ça va nous forcer à tout le temps remettre en doute ce que l'on voit, même quand c'est à la télé, même quand c'est de la vidéo. Fait que là-dessus, il y a quelque chose, moi, que je trouve curieux, intéressant, fascinant, préoccupant. Puis c'est drôle parce que même ma mère m'en a parlé, puis elle me demandait comment ça se faisait. Fait que je lui ai expliqué, puis je vais lui envoyer ce podcast. Julien Roube, Charland et Nicolas Labbé de Sidley, merci beaucoup de vous être prêtés à ce quart d'heure techno. Et j'aimerais qu'on laisse le mot de la fin à Bernard de Rome. Parfait. Je vous dis pour une dernière fois, et vraiment, pour une dernière fois, mesdames, messieurs, bonsoir. C'était Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. D'autres épisodes disponibles sur la balado de Quart d'heure techno.